Alors oui, Donald Trump s'est exprimé face à la presse il y a un peu plus d'une heure maintenant. Il a été question de plusieurs sujets, dont celui de l'Ukraine, mais qu'il a rapidement évacué en disant, on l'a entendu, les dirigeants russes et ukrainiens ne s'entendent pas, ils sont comme l'huile et le vinaigre. Voici ce qu'il a dit. En réalité, les choses ne sont pas aussi fluides que ce que Donald Trump espérait. Pardonnez-moi, ne sont pas aussi fluides que ce que Donald Trump espérait. Est-ce qu'il va jeter l'éponge du dossier ukrainien? La question se pose dans les médias américains actuellement. Pour beaucoup d'experts, c'est quand même difficile à imaginer puisqu'il a quand même fourni beaucoup d'efforts ces derniers jours et puis il veut être celui qui mettra fin à cette guerre. Mais d'un autre côté, Donald Trump a des dossiers nationaux à gérer. Il l'avait déjà déclaré la semaine dernière en disant « je veux pouvoir me concentrer sur mon pays ». Il s'exprime d'ailleurs beaucoup plus ces derniers temps sur d'autres sujets, par exemple celui de la garde nationale déployée ici à Washington depuis près de 10 jours maintenant. Et puis un autre sujet qui est à vrai dire assez inquiétant, celui des musées qu'il veut nettoyer pour que les expositions correspondent à sa vision de l'histoire. Plus question par exemple de dire à quel point l'esclavage était une mauvaise chose. Voici ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Merci beaucoup Sophie. Effectivement, on l'avait un peu laissé triomphant à la Maison-Blanche lundi soir et puis finalement 5 jours après, ça ne donne rien. Oui, mais je pense que, en fait, pour Donald Trump, tout ça, c'est sa vision du monde, c'est-à-dire il n'y a rien d'incohérent là-dedans, il n'y a aucune inconsistance. Quand on est européen, on essaye de trouver finalement une solution, un compromis fondé sur le droit international, fondé sur les précédents historiques, fondé sur la proximité de la culture. Quand on est le roi du deal comme Donald Trump, on se trouve dans une impasse, on fait marche arrière et on va explorer une autre avenue. Et pour nous, Européens, c'est de l'inconsistance la plus totale, c'est irresponsable compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, et notamment en termes de menaces nucléaires. Pour lui, c'est sa manière de voir les choses, c'est sa manière de faire les choses. Là où je suis surpris, c'est que les Européens continuent d'être surpris par cet état de fait. Il y aurait une alternative. Regardez comment Zelensky se comporte, justement, parfaite image. Il a mis la veste, contrairement à son rendez-vous de fin février ou début mars. Il a donné une petite victoire complètement insignifiante au président américain. Le président américain y a été sensible. Oui. Sur un tout autre dossier, mais qui nous informe quand même sur cette question-là, Tim Cook, le PDG d'Apple, au tout début du mois, a remis un prix, un beau prix, une belle médaille au président Trump. Alors, nous, Européens, encore une fois, on déteste la flatterie. C'est contre notre culture, c'est contre notre approche, et La Fontaine nous avait prévenus. Oui. Mais là, on est quand même sur des règles du jeu fondamentalement différentes, et toute cette incohérence, eh bien, oui, peut-être qu'il s'agace, mais c'est peut-être aussi une opportunité pour les Européens, par un timing approprié, d'essayer de peser au bon moment dans la prise de décision à Washington. Donc il va falloir saisir la balle au bon, nous, Européens, parce qu'effectivement, on ne peut plus être sur la touche. Juste quand il dit, il va falloir tester une autre approche, c'est-à-dire ? Si je vous disais le nombre de fois qu'il a dit ça, je veux dire, c'est très très clair. Une autre approche, c'est activer les leviers qui sont à sa disposition. Tout le monde le sait, j'en ai parlé il y a 5 minutes. Les sanctions notamment et les livraisons d'armes pour affaiblir et isoler davantage la Russie. Il choisit de ne pas le faire. Je veux dire, juste on remonte allez, un mois en arrière, rappelez-vous de ces fameux 50 jours qui sont laissés à la Russie, sinon il y aura des sanctions. On les voit toujours pas. Et dans cette citation que vous avez diffusée, le mot-clé, c'est peut-être. On en est toujours au stade du peut-être. Donc tout cela, si vous voulez, c'est de l'écran de fumée, de la diversion. Et la correspondante d'LCI à l'instant rappelait, et c'est très important et c'est un peu difficile pour nous toujours de percevoir ça, l'interaction qu'il y a, vue depuis Washington, entre les questions de politique étrangère et ce qui se passe en ce moment même à Washington. Je veux dire, vous allumez toutes les télés américaines que j'ai fait avant de... je n'ai pas tout allumé, mais j'ai regardé plusieurs avant de venir ici. Il y a un scandale absolument majeur en ce moment. Il y a la maison de John Bolton, qui a été son 3e conseiller à la sécurité nationale, qui a été limogé, qui a fait un bouquin où il raconte les coulisses de la présidence de Donald Trump pendant le premier mandat, avec à la fois son domicile, on le voit à l'écran, bravo à la régie, perquisitionné, son bureau perquisitionné. Je veux dire, c'est un scandale d'une ampleur absolument majeure, au moment même où la commission qui a demandé la publication, en tous les cas de recevoir les documents Epstein, est censée se les voir remettre. Donc il faut aussi essayer, dans cette équation, c'est pas simple, de garder toutes ces parties mouvantes à l'esprit, la manière dont il les manie. Il a mis le paquet
sur Russie-Ukraine entre vendredi et lundi, Alaska avec Vladimir Poutine vendredi, lundi il a des chefs d'État, chefs de gouvernement, secrétaire général de l'OTAN, président de la Commission européenne, qui l'inféode dans son bureau, c'est le grand spectacle. Derrière, il passe à autre chose, il inonde la zone. Vous avez 5 infos à la minute qu'il faut gérer. Nous, et on a bien raison de l'être, on est très focalisé sur le dossier russo-ukrainien. Lui, aujourd'hui, il est surtout. Même s'il a une obsession, parce qu'on le disait, c'est pas une lubie. Le prix Nobel de la paix, il a beaucoup d'obsessions. Oui. Ça, c'est une des obsessions. Donc un coup, c'est le prix Nobel de la paix, le coup d'après, c'est aller au paradis grâce à la paix entre la Russie et les Ukrainiens. Mais voilà, les 2 semaines, je pense qu'il faut arrêter de rester pendu aux lèvres de Donald Trump. Il faut que nous, Européens, on entende certaines des choses qui viennent de là-bas, parce qu'il n'y a pas que du bruit, il y a des choses qui sont essentielles, qu'on se prenne en charge, qu'on gagne en souveraineté, en autonomie, de façon à ne plus être systématiquement en réaction et en dépendance par rapport aux humeurs, aux désirés des ratas et aux folies de passagères ou alors promis, on va se désintoxiquer, promis. On va arrêter. Mais pas. Là, j'en ai encore pas une. Simple, hein. Pas simple. J'en ai une à vous soumettre. Une à vous soumettre parce qu'on se dit, là, cite peut-être les Ukrainiens. À en croire Donald Trump, la guerre, c'est aussi simple qu'un match de foot. Regardez, il est très difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer un pays envahisseur. C'est comme une grande équipe sportive dotée d'une défense exceptionnelle, mais qui n'a pas le droit de jouer l'attaque. Ouais, ça, aucune chance de gagner, c'est pareil avec le. Donc là, il incite quoi les Ukrainiens? C'est quoi? C'est l'oracle de Delphes et il faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Qu'il soit clair. Est-ce qu'il veut autoriser les Ukrainiens à frapper dans la profondeur en Russie? Est-ce qu'il va leur fournir les armes pour le faire? Oui ou non? Question fermée. Pas espèce de rébus ou de charade où il faut essayer de deviner. Vous avez, au moment où vous diffusez ça, une info qui vient de sortir dans Politico. Eux, ils ont une source qui leur dit que Donald Trump veut que l'Ukraine se conforme aux demandes russes, et il dit que c'est la seule manière dont ils parviendront à la paix. Donc il invite l'Ukraine à capituler. Voilà, le chaud, le froid, l'aigreur, la douceur. Je pense qu'encore une fois, on va continuer d'être alimenté en phrases comme ça, mais en coulisses, il est en train de dire, écoutez, Zelensky nous embête, il a qu'un donné Donetsk, on leur a donné à la neutralité à l'OTAN, on a dit qu'il ne rentrerait jamais dans l'OTAN, il a qu'à réduire son armée, il a qu'à laisser faire ceci, cela, et puis il y aura la paix. Voilà. Donc il veut aller vers la capitulation. Rappelez-vous, et j'en termine par là, la raison pour laquelle vous avez ces 7 personnages qui viennent à Washington lundi, c'est pour empêcher Donald Trump d'être Donald Trump. C'est pour l'empêcher d'exercer son pouvoir. D'accord ? C'est pour l'empêcher de pousser Volodymyr Zelensky à capituler. Parce que ça peut aller très très vite. Si Zelensky il dit oui à ce que demande, et on l'a entendu tout à l'heure, Sergueï Lavrov, la paix vous l'avez dans l'heure. Mais c'est la fin de l'Ukraine et des conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, très sérieuses pour nous Européens. Moi, j'ai plus rien à dire. Non, peut-être sur la façon dont le discours diplomatique se fait, on a quand même un changement de paradigme qui est énorme où ça a été dit, toutes les 5 minutes on a quelque chose et derrière les actes suivent beaucoup moins. Là on est sur le dossier ukrainien mais c'est vrai dans d'autres cas et il y a une utilisation très fréquemment de la politique internationale pour essayer de faire diversion sur des problématiques de politique intérieure. Donc ça c'est des choses que l'on a pu voir de manière régulière. Et il y a aussi une autre modification et je pense qu'il faut qu'on s'y habitue, c'est que préalablement on a parlé du nucléaire tout à l'heure, nucléaire arme de non-emploi qui maintenait, alors sous le contrôle de notre général, mais qui maintenait qu'on avait une forme d'état de stabilité. Là, on est en train de l'utiliser dans le discours diplomatique à tort et à travers, enfin de manière extrêmement régulière. On n'est plus du tout dans la même façon de l'utiliser dans le discours diplomatique. Donc on a des changements de paradigme qui sont extrêmement importants dans la façon dont vont se mener ces échanges-là, et c'est des choses qu'il faut que l'on intègre. Au niveau de l'Union européenne, ce que l'on voit, c'est que la Russie, elle a joué depuis le début non seulement le temps, mais elle a fait le pari d'une forme d'aversion au risque des Occidentaux et des Européens, en disant vous n'oserez pas, et d'où l'usage du nucléaire, etc., de ce genre de choses-là. Là, on se retrouve à un moment, c'est ce qui a été dit, où l'heure de vérité, elle est aussi pour les Ukrainiens. C'est qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on dit. Est-ce qu'on est capable de le faire en se disant que les États-Unis peuvent être un soutien aléatoire, volatile, on ne sait pas, en avant ou pas, avec vous devrez porter la part du lion, J.D. Vance, ce genre de choses-là. Et la Russie de l'autre côté qui, par
absolument pas un effet du hasard, va frapper dans l'ouest de l'Ukraine, va faire des explosions très proches de la Pologne, donc met la pression et renforce cette approche nucléaire. Est-ce que vous voulez vraiment y aller? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous positionnez les choses? Donc on voit bien que là, le jeu, il est vraiment comme un billard en bande. On a plusieurs volets avec, ce que je trouve ça, si on doit reprendre le discours de Donald Trump, mais ça peut donner l'impression d'avoir des problèmes de concentration si on doit tous les suivre de manière régulière parce qu'on saute d'un sujet à l'autre et bon, alors sorti de la vertu pédagogique que ça peut avoir, un petit peu fatigant, il est déjà en train de dire je suis pas sûr que je doive être là, donc il est déjà en train quelque part de se défausser. Et le principe de dire écoutez, moi j'ai fait mon boulot, j'ai été très bon. J'ai fait venir le président Poutine. Tout le monde n'était pas capable de le faire. J'ai écouté les Européens qui, par ailleurs, ont quand même appris à être beaucoup plus flagorneurs. C'est-à-dire que chacun, dans le tour de table, y est quasiment allé. Oui, mais on a quand même une modification. Oui. On est arrivé dans... voilà, Monseigneur Hibou, vous pensez vraiment ce que vous dites, je flatte. Pour citer un grand penseur qui s'appelait De Funès. Bon, et voilà. On est un peu là-dedans. Donc, on a appris, c'est-à-dire... On va flatter et derrière chacun avait un point sur lequel il venait insister pour essayer d'empêcher le pas de trop quelque part de Donald Trump, ou au moins de gagner du temps là-dessus dans l'hypothèse légère, mais fallait quand même la tenter, d'avoir cette espèce de réunion bilatérale. Alors, l'espoir était infinitésimal, mais il valait le coup d'être tenté, néanmoins. Ouais. Et alors, juste, on va revenir sur la garantie de sécurité parce que encore une fois, Mark Rutte est à Kiev aujourd'hui. J'allais dire, il en sort quelque chose, absolument pas. Mais bon, il y a des intentions, encore une fois. Qui ont retenti pendant qu'il... Seulement, d'accord, on a bien entendu, là, il va falloir que les Européens se prennent en main parce que Donald Trump, bon, il a d'autres chats au fouetté, et puis bon, ça va pas assez vite pour lui. Seulement, est-ce que c'est pas lui qui reste le plus puissant? Si c'est le seul qui a réussi à faire venir Poutine, si c'est le seul à avoir fait venir tous les Européens avec Zelensky lundi, c'est parce que ça reste la première puissance mondiale, les États-Unis, non? Ça reste la première puissance mondiale d'abord, et ensuite, ça reste finalement l'interlocuteur qui a le moins à perdre dans toute cette conversation. Les Européens, effectivement, sont absolument tétanisés face à la menace que vous avez tout à fait bien documenté. Et Donald Trump a aussi un autre avantage, c'est que ce pragmatisme érigé quasiment en idéologie, en réalité fait qu'il n'a qu'une seule préoccupation. Cette préoccupation, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la paix au Proche-Orient, ce n'est rien de tout ça, c'est la capacité de trouver un deal et de revenir à Washington et de revendiquer finalement la victoire auprès de son auditoire qui est la base MAGA. Et Marco Rubio, effectivement, à Kiev, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi passe un entretien. Alors, un entretien d'embauche, non, parce qu'il fait déjà partie de cette administration, mais il passe aussi un entretien pour savoir ou pas s'il est digne de l'onction du président, l'onction du patron de Donald Trump pour 2028. J.D. Vance est son rival. Donc, si Rubio est en mesure d'apporter ce deal à Trump, est en mesure de dire à Trump, voilà, je vous ai apporté ce deal et là, vous allez pouvoir clamer victoire auprès de votre électorat, et bien là, effectivement, il y a une ouverture. Et encore une fois, Trump n'est pas un pacifiste. Trump n'en a que faire de l'Ukraine. Mais ce qui l'intéresse, c'est cette capacité de promouvoir la seule chose qui lui est importante, c'est son nom de famille, Donald Trump.